Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes président du Sénat, 24 mars aujourd'hui. 24 février, il y a exactement un mois, Vladimir Poutine déclenchait la guerre en Ukraine. Vous avez ouvert la séance au Parlement hier, avant que le président Zelensky ne s'adresse aux Français. Pour résumer, en tout cas une grosse partie de son discours, 13 minutes, aidez-nous, a-t-il dit. Aidez-nous, la France doit faire plus pour l'Ukraine. Est-ce qu'il a raison ? D'abord, hier, ça a été un moment un peu particulier de la vie du Parlement. En tous les cas, je n'avais jamais vécu un dialogue avec un chef d'État en guerre, dans un pays en guerre. Et être ensemble, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'était, j'allais dire, un symbole fort. La marque aussi de la reconnaissance du courage du peuple ukrainien et de son président. Alors, demande d'aide. Demande d'aide, c'était le premier message du président Zelensky. Aide humanitaire, parce que nous voyons bien qu'il y a aussi des nécessités d'acheminer cette aide, pas simplement aux frontières, là où elle est nécessaire pour les très nombreux réfugiés, mais à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi aide militaire. C'était une demande très très forte du président Zelensky. Aide en même temps pour engager, parce que son objectif c'est la paix, des négociations, donc demande de soutien dans la partie diplomatique, et puis une demande aussi très claire en direction de l'Union européenne, candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que ce sera un des sujets aujourd'hui, des 2 jours du sommet des chefs d'État et de gouvernement? Est-ce que on donne à l'Ukraine le statut de candidat, ou est-ce qu'on approfondit l'accord qui nous lie déjà avec l'Ukraine? On y reviendra, on ira à Bruxelles tout à l'heure, on en parlera. Mais ce qu'on retient aussi, c'est qu'il a exhorté les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir la machine de guerre russe. Est-ce qu'on sponsorise, je vous pose la question, il l'a dit, est-ce qu'on sponsorise aujourd'hui la machine de guerre russe, les Russes, avec nos entreprises? Il a eu un mot plus fort. Il a dit est-ce que nos vies valent plus que vos profits? Oui. Non, c'est un mot fort. Et il a posé une question éthique majeure pour nous. Oui. Et cette question éthique majeure, il va falloir que nous lui apportions une réponse. Mais il y a aussi quelques principes de réalité. Quelques principes de réalité. L'état de dépendance d'un certain nombre de pays européens, moins la France, mais par exemple énormément l'Allemagne ou les pays baltes, voire l'Italie, en matière énergétique, c'est un véritable sujet. Voilà pourquoi dans le sommet que nous allons avoir aujourd'hui et demain, mais aussi dans les échanges avec le président Biden, va se poser la question de la construction d'un chemin de souveraineté pour les pays européens, sans oublier le sujet majeur qui n'a pas été abordé hier, c'est comment, j'allais dire, on nourrit une partie de l'Afrique, alors que 30% du commerce mondial de blé est bloqué en mer Noire. Il y a un vrai enjeu d'approvisionnement alimentaire pour l'Afrique. Je reviens à la France et au mot fort de Zelensky. Il a cité des marques. La pression, entre guillemets, à payer. Renault suspend ses activités. C'est une décision choc parce que c'est le 2e marché pour Renault. Pour le constructeur, c'est après la symbole. France. Mais ça va lourdement peser sur ses résultats, et le Renault l'a déjà fait. Est-ce que vous approuvez le choix de Renault? Je respecte le choix de Renault. C'est un choix qui n'était pas facile, et je dois dire que je tiens à saluer cette décision. Après, il appartient à chaque chef d'entreprise de prendre sa décision, mais le président Zelensky nous a en quelque sorte tracé un chemin aussi d'éthique. Est-ce que, et c'était ces mots, et ces mots, je crois, ils viennent d'un candidat à la présidentielle française il y a bien longtemps, est-ce que nos vies valent moins que vos profits? Oui, c'est important parce que justement, certains élus vont être tentés de dire attention à ce que les sanctions générales ne retombent pas sur les Français. C'est déjà ce que plaide Marine Le Pen, qui est en campagne électorale. Elle dit, je dis attention à la nature des sanctions. Est-ce que votre candidate, Valérie Pécresse, est sur cette ligne? Pas du tout la ligne de Marine Le Pen, elle est sur la ligne, et je suis, moi personnellement, je vais aussi répondre pour moi, pour des sanctions qui doivent être fortes, si nécessaire, encore plus fortes. Ce sera d'ailleurs un des sujets, parce que le sommet de Versailles n'avait pas, j'allais dire, conclu de manière sans doute suffisamment forte et suffisamment claire. Il faut que nous allions vers zéro soutien à l'économie russe
et ça doit être un levier. Zéro soutien à l'économie russe, ça va nécessiter un peu de temps. J'évoquais la question notamment énergétique. Il faut aussi qu'on soit responsable. Ça va aussi nécessiter des efforts, des sacrifices, bien sûr, des pertes pour les Français. Et est-ce qu'il faut les assumer? Est-ce que c'est ce qu'a dit Zelensky hier, quand vous avez dit 2 fois cette phrase qui vous a frappé. C'est un enjeu de valeur qu'on doit partager avec lui, dit-il. Est-ce que ça vaut que les Français soient impactés? Ils doivent le supporter. Les Européens, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Les Français vont être impactés par cette guerre et cette crise. D'ailleurs, on le sent bien. Ils sont d'ailleurs impactés positivement. Quand je vois les réactions d'accueil des réfugiés. J'étais dans un village samedi dernier, un village rural qui accueille des familles ukrainiennes. C'est impacté positivement, mais chacun sait qu'il va y avoir des conséquences financières, y compris dans nos collectivités locales. Sujet d'échange en partie hier soir à Matignon. Comment on fait avec les écoles pour l'accueil, pour financer, pour des collectivités territoriales qui ont des moyens limités. Allons plus loin. Encore une fois, Zelensky, devant vous, les sénateurs, les députés, a cité d'autres marques. Est-ce que si elles ne partent pas en Russie, vous appelez à les boycotter? Non, je l'appelle au boycott de personne. C'est une arme. C'est une arme. J'appelle simplement à ce que chacun se trace cette ligne qui me semble essentielle, et je la répète, éthique, de faire pression sur la Russie et de ne pas en quelque sorte contribuer à cet effort de guerre qui est absolument terrifiant des Russes. Il n'est que de regarder les images. Eh bien voilà, justement, regardez, les bombes au phosphore, des images de bombes au phosphore qui seraient tombées dans la banlieue de Kiev, on va les voir dans un instant. Les bombes au phosphore, c'est un produit expulsé dans l'air. Quand il retombe, il brûle de façon atroce les matériels, mais surtout les humains, c'est potentiellement mortel. Zelensky, toujours, et pour finir, a appelé l'OTAN à fournir des armes encore plus. Des députés comme Nicolas Dupont-Aignan ont dit hier, attention, Zelensky va nous entraîner dans la guerre. Vous êtes d'accord avec lui? Non, pas du tout. Zelensky nous appelle aussi à nos consciences. Les bombes au phosphore sont, j'allais dire, considérées comme un crime de guerre. Et il faudra être extrêmement attentif. Le président américain a souligné le risque d'armes chimiques. Il y a un certain nombre de lignes qui nécessitent une très grande attention. Souvenons-nous de la Syrie et du fait que nous ne sommes pas intervenus à un moment en Syrie. Au moment des armes chimiques, et c'est Obama qui avait dit non. Alors que le président Hollande, je me souviens très bien de son appel téléphonique, comme président du Sénat, était déterminé à ce que quelque part on mette une ligne. Alors, les sanctions n'arrêtent pas Poutine. Il y a une nouvelle salle, vous l'avez dit, de sanctions qui va être adoptée vraisemblablement dans les 2 jours en présence de Biden. Là, pour le coup, le président américain pousse à cela. Dans quelle mesure Poutine pourrait considérer que ces sanctions, à la fin, menacent existentiellement la Russie? Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit la ligne rouge pour déclencher l'alarme atomique, ce serait que nous soyons dans une situation de menace existentielle. Est-ce qu'il y a une question là Je crois qu'il faut faire attention dans le maniement de ces concepts. Les sanctions sont destinées à affaiblir la Russie et à affaiblir son effort de guerre. N'oublions pas que la Russie, c'est l'agresseur. La Russie, c'est le pays qui n'a respecté aucune des règles, aucun des accords internationaux, ne peut pas assister à cela en spectateur et en ne pensant qu'à nous-mêmes immédiatement. Statut de candidat, vous disiez tout à l'heure, à l'Union européenne. Il faut aller jusque-là, là, dans les 48 heures. Donc on rappelle, il y a un sommet XXL géant, sommet de l'OTAN, de l'Union européenne. Du G7. Et du G7 en présence du président américain, qu'on va peut-être voir là dans quelques instants, on verra à Bruxelles. Est-ce qu'il faut accorder un statut? Est-ce qu'il faut donner des indices que, oui, c'est presque fait? Non, c'est pas presque fait. Je rappelle qu'il y a des pays candidats, c'est un statut, il y a des procédures. Et naturellement, la situation est telle que cette procédure peut être examinée d'une manière accélérée. On ne peut pas s'abriter derrière les procédures. La Serbie, par exemple, est candidat. Aujourd'hui, l'Albanie a le statut de candidat. Naturellement, la situation en Ukraine nécessite que politiquement, nous examinions avec beaucoup d'attention cette demande, cette statut de candidat. C'est déjà fait, on a dit. Comment aller plus loin? Non, statut de candidat, ils ne l'ont pas. Non, mais alors, vous dites il faut leur donner? Je pense que ça doit être vraiment une option qui doit être examinée avec beaucoup d'attention. Vous dites c'est une option qui doit être examinée avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Sinon, on s'en tiendra au discours.
Donc, il faut faire un geste supplémentaire et dire, Je et formuler, pense qu'il faut envoyer et formuler. un signal, mais il faut le faire, j'allais dire, tout en respectant les procédures, mais en considérant qu'on est en situation d'urgence, vous voyez. D'accord, donc il faut prendre des procédures d'urgence et dire à l'Ukraine, votre statut, le statut de candidat, est examiné par Bruxelles. Bien sûr. D'accord, c'est clair. Toujours pas de campagne présidentielle en France, selon vous, Président ? Si, on ne peut pas dire que ce n'est pas démarré. Vous savez, ça m'a amené à réagir de manière assez forte sur ce sujet, parce que je pense que nous allons vivre, et on vient de l'évoquer avec la crise et les conséquences de la crise et de la guerre en Ukraine, nous allons vivre pour le quinquennat qui vient des décisions extrêmement lourdes à prendre. Alors, vous l'avez dit presque en filigrane. Un président du Sénat ne devrait pas dire ça. C'est Emmanuel Macron, qui ne vous a pas ménagé il y a une semaine, interrogé sur votre déclaration dans le Figaro. On va la voir. C'est important de la lire en entier, je pense. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. Est-ce qu'on peut voir la déclaration ? S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. Notre pays fracturé, endetté et confronté à de multiples problèmes a besoin de ce débat. Le président de la République veut être réélu sans jamais avoir été réellement candidat, sans campagne, sans débat, sans confrontation d'idées. Tous les candidats débattent sauf lui. C'est un paradoxe. Gérard Larcher, il n'y a pas d'ambiguïté dans votre déclaration. Vous parlez d'Emmanuel Macron, vous dénoncez son refus de débattre et vous questionnez la légitimité du gagnant. Certains ont dit le président du Sénat fait du Trump. Est-ce que vous êtes allé trop loin ? Pour ceux qui me connaissent, est-ce que vous êtes allé trop loin ? Pour qui me connaissent, j'ai le respect absolu des institutions, de la fonction présidentielle et naturellement du suffrage universel. Vous auriez pu ajouter dans ma déclaration, le 10 et le 24 avril, les Français choisiront et leur décision s'imposera à tous. Et à moi, je rajoute. Donc, pardonnez-moi, on l'a un peu surjoué, mais je pense qu'il y a une responsabilité de conduire la campagne, de confronter les bilans, de parler des projets. Parce que dans quelques mois, quand nous serons face aux difficultés, en matière de pouvoir d'achat, en matière de réforme, en matière des conséquences que nous venons d'évoquer, de la crise en Ukraine, eh bien, il faudra être fort. Alors moi, je suis totalement derrière le président de la République dans le cadre, j'allais dire, de la crise ukrainienne et derrière l'ensemble des responsables européens. J'ai voulu dire ça, mais pardonnez-moi à ceux qui m'ont fait un procès dans je ne sais quelle forme de républicanisme. Non, mon devoir, c'était de rappeler ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour clore le sujet, puisque vous dites bon, la question de la légitimité du gagnant, ça voulait dire la légitimité de ce qu'il présentera comme réforme et non pas de sa victoire. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on est toujours plus ou moins comptable des malentendus qu'éventuellement on crée ? Autrement dit, peut-être que vous êtes imparfaitement exprimé. Est-ce que vous regrettez une formulation qui a été mal comprise ? Non, parce que je la mets complète. Vous maintenez ? Je la mets complète. Et le 10 et le 24 avril, les Français choisiront et le choix s'imposera à tous. Donc je pense que ça a été une forme un peu d'électrochoc, mais ça n'était pas inutile dans cette campagne. Et la réponse d'Emmanuel Macron, vous l'avez reçue comment ? Je l'ai reçue, je ne veux pas polémiquer avec le président de la République. Bon. À d'autres moments de sa vie publique, peut-être que le président de la République n'aurait pas dû dire ça. Donc vous renvoyez à... Écoutez, aujourd'hui, on a le rendez-vous électoral. Oui, mais c'est intéressant. Vous maintenez mot à mot ce que vous avez dit. Le gouvernement insiste, Emmanuel Macron fait campagne autant qu'il le peut. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui vous dit, Gérard Larcher. Nous comprenons tout ça, mais je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple sensible pour les sénateurs. Il ne s'est pas rendu devant le grand oral des régions de France, des départements de France et des maires de France. Ne s'étant pas rendu, nous avons appris subrepticement au cours de la campagne qu'il était envisagé de ponctionner au moins 10 milliards sur le budget des collectivités territoriales. Est-ce que ça n'est pas une campagne, l'occasion de dire ce qu'on entend faire, ce qu'on propose de faire ? Donc, voilà pourquoi c'est utile de faire campagne. Donc il esquive. Je ne dis pas s'il esquive. Il évite. Il a une attitude où nous découvrons subrepticement, devant une audition d'un rapporteur général de La République En Marche, qu'il est envisagé de ponctionner 10 milliards sur les budgets des collectivités territoriales, alors qu'il y avait un vrai forum
devant les régions, devant les départements et devant les maires. Donc vous ne regrettez pas en tout cas cette phrase qui a été reçue comme la mise en cause de la légitimité. Absolument pas. De la légitimité, absolument pas de la démocratie et absolument pas des institutions, dont l'institution présidentielle. Valérie ne sera pas au second tour, elle ne peut plus l'être. Il s'agit maintenant de limiter les dégâts aux législatives. Qui a dit ça? Selon le Canard enchaîné, le président du Sénat. Non. Écoutez, le Canard enchaîné n'a pas mis de micro dans mon bureau à ma connaissance. Valérie Pécresse. Oui. Je soutiens Valérie Pécresse. Et je la soutiens de toutes mes forces. Elle est la seule candidate qui peut incarner une alternance, car notre pays, je dirais, Dieu merci, c'est un laïc qui vous dit ça, ne se donnera ni à l'extrême gauche, ni aux extrêmes droites. Alors, elle est, comme on dit vulgairement, scotchée autour des 10 points de sondage. Elle peut être qualifiée au second tour? Écoutez, il nous reste 17 jours aujourd'hui. Oui. Nous allons faire le maximum. Elle ne parvient pas à incarner. Oui, mais elle ne parvient pas à incarner le vote utile face à Emmanuel Macron. Écoutez, Pourquoi nous le verrons. Elle est courageuse. Elle est la cible de nombreuses attaques. Je l'ai vu dans d'autres débats et de grande qualité. Moi, je suis sans réserve à ses côtés. Comment dirais-je? Vous dites, elle est la cible de nombreuses attaques. Ah oui. Guillaume Larrivé, LR, dans le point, annonce qu'il rejoindra Emmanuel Macron. Si Valérie Pécresse ne se qualifie pas avec des soutiens comme ça, vous pensez qu'elle peut y arriver? Écoutez, franchement, avec des soutiens comme ça, elle peut y arriver. Aussi tous ceux qui sont autour d'elle. Regardez l'engagement de Xavier Bertrand, par exemple. C'est un engagement qui est total. Il y en a bien d'autres. Donc, on y va à fond. On y va à fond. Ça vous frappe pas? Vous me dites pas Guillaume Larrivé, c'est un conseiller politique de Valérie Pécresse. Il se permet de faire des déclarations. C'est un scandale, alors que notre candidate est en difficulté. Guillaume Larrivé, nous avons fait campagne ensemble dans son département, oui. Il y a un peu plus d'un mois. Je l'ai entendu dire des choses sur le bilan du quinquennat, avec lequel j'étais en phase. Quinquennat Macron. Avec lequel j'étais en phase. Justement, vous pourriez l'engueuler, entre guillemets. Objectif le 10. J'ai aussi noté Guillaume Larrivé a dit qu'il voterait pour Valérie Pécresse au premier tour. Oui, vous pourriez l'engueuler, vous ne le faites pas. Écoutez, il y a un patron du parti. C'est pas la peine d'en rajouter. Il y a un patron du parti, et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est nous mobiliser. La conclusion quand même de ça, c'est que non seulement elle doit se battre contre des adversaires qui ne la ménagent pas, en particulier d'ailleurs Éric Zemmour, mais aussi une forme de défaitisme ambiant. Non, non. Il peut y avoir eu des moments de baisse, mais je trouve qu'en ce moment, au contraire, on est plutôt en train de se renforcer. Votre nom est avancé pour éventuellement reprendre le parti post-présidentiel. Vous seriez une source d'apaisement d'un parti qui aurait beaucoup souffert quand même en ayant perdu cette élection. Qu'est-ce que vous en dites? Que je suis président du Sénat. Et vous vous souvenez, il y a quelques mois, vous m'avez posé des questions, y compris par rapport à des échéances électorales. Mon rôle, c'est d'être président du Sénat. Et quel que soit celui ou celle qui, le 24 avril, sera choisi par les Français, je pense que nous avons besoin, nous aurons une élection législative, d'une assemblée qui soit un contre-pouvoir, qui incarne, j'allais dire, la représentation des territoires. C'est ma responsabilité. Donc s'il y a une deuxième bataille évidemment à mener juste après la présidentielle, c'est de faire en sorte que vous ayez une place au Parlement et qu'elle soit conséquente et qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Ce sera la bataille, pas trop de pertes. La bataille des législatives. Il y aura des pertes. Elle sera naturellement conduite par les responsables à la fois de nos groupes et de notre formation politique et des formations politiques. Encore un mot, on va parler de la Corse, mais juste sur Valérie Pécresse. Il y a un avant et un après Zénith ou pas pour elle? On ne peut pas dire que ça a été un meeting totalement répondant aux attentes, mais quand je la vois sur le terrain, quand je la vois en débat, y compris, ça va vous faire sourire, devant la Fédération nationale des chasseurs, où elle ne partait pas devant une salle, j'allais dire, extrêmement favorable, elle qui apparaissait comme une urbaine, j'ai vu comment les choses s'étaient
retourner dans un univers que je connais un peu, puisque jadis, il y a bien longtemps, j'étais président d'une fédération départementale. Dommage que ce ne soient pas tous les Français. Non, mais je la prends comme exemple parce que c'est son combat, c'est son courage et c'est la solidité de son projet. Vous savez, elle a un projet, et elle a un projet qui est chiffré. Elle a un projet qui est chiffré, et notamment sur un sujet qui va être majeur, la situation financière du pays. Nous allons remettre 30 milliards liés à la crise énergétique, à la crise ukrainienne. Nous sommes dans une situation qui nécessite un véritable plan progressif de retour à quelques équilibres financiers. Valérie Pécresse est la seule à affronter courageusement cette situation. Aurait-elle dit c'est une faute à propos des drapeaux en berne devant la collectivité territoriale de Corse en hommage à Ivan Colonna, l'assassin du préfet Je ne iranien? veux pas parler à sa place, je pense que c'est une faute. Mais vous savez, il va falloir qu'on fasse quand même la lumière sur les conditions de l'assassinat d'Ivan Colonna, parce que l'administration pénitentiaire doit protéger tous les condamnés, tous les détenus, et c'est sa responsabilité. Sans oublier qu'Ivan Colonna a été condamné pour l'assassinat d'un préfet de la République. Je crois que tout ceci... Alors, il y a le temps du deuil, mais... naturellement, des drapeaux en berne, c'est le président de la République a dit c'est inapproprié. Il faut faire attention aux symboles. Il a eu raison. Il a eu totalement raison. Et d'ouvrir la voie à l'autonomie, il a eu raison, par le biais de Gérald Darmanin. Il faut savoir ce qu'on dit sur ce sujet. Moi, j'avais reçu en 2018 M. Simeoni et M. Talamoni. Nous avions parlé, et d'ailleurs le gouvernement était sur cette ligne de différenciation. Et donc d'introduction dans la Constitution de la reconnaissance du spécificité de la Corse, et notamment dans l'article 72 de la Constitution. Parce que est-ce qu'on doit donner, pour les matières qui la concernent, à l'Assemblée de Corse, la possibilité d'adapter la législation et la réglementation, mais ça doit être sous le contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel français. Sinon, on passe dans autre chose qui s'appelle l'autonomie, mais qui est un autre sujet. Donc la Moi, porte n'est je pas continue à être complètement attaché fermée, au principe qu'il y a un seul peuple, c'est le peuple français. Je suis pour la reconnaissance des différences. Je suis pour une seule langue, qui n'exclut pas la place des langues régionales. Oui, mais ça, qui c'est n'exclut déjà pas. fait. Mais bien C'est sûr, déjà fait encore. j'ai cette Il va y position constante. Pas plus loin, pas plus loin. Et c'est ce que j'avais dit. Ouais. Et malheureusement, vous voyez, ça illustre un des éléments du bilan du président Macron. On lance en 2018, souvenez-vous, Jacqueline Gouraud est dépêchée en Corse. Nous recevons les uns et les autres, et puis il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Alors que nous avions tout le temps. Il s'est rien Alors passé. que nous l'avons fait sur un sujet différent, pour la collectivité européenne d'Alsace. On n'a pas mis sur la table les questions, sachant que la loi de 2002 n'avait pas fonctionné. Pourquoi vous dites qu'il ne se passe plus rien? Le président Macron, il identifie les dossiers depuis le début de sa présidence, et puis plus rien. C'est comme ça qu'on résume. On a eu le discours, puis on n'a pas eu l'action. Merci beaucoup Gérard Larcher. Vous voyez les images du sommet européen. Les chefs d'État arrivent petit à petit. C'est important, c'est 48 heures diplomatiques. Très ça important, peut être un tournant dans la situation. Nous parlions que de nous l'aide vivons. demandée par le président Zelensky. Nous parlions de diplomatie. Nous parlions de préparation de l'Europe aussi à être résiliente. Comme il y a un plan résilience en France, il faut que nous soyons résilients. Comment nous relevons les questions de souveraineté énergétique et alimentaire, comment nous travaillons pour la paix. Et le fait de la présence du président Biden, c'est peut-être le signe que le lien transatlantique est en train de se renforcer enfin. Oui, mais on dit aussi les Occidentaux sont unis. Cette crise a du bon, mais ils sont très seuls dans le fond. Parce que si on fait la somme de tous les pays qui sont soit neutres, soit derrière Poutine, ils sont aussi très nombreux et très puissants. Mais ils ont surtout, pour un certain nombre de pays, peur de ne pas avoir accès, notamment aux moyens alimentaires dont ils vont avoir besoin. Nous avons une responsabilité vis-à-vis, dans le bassin méditerranéen, de voisins marocains, algériens, vis-à-vis de l'Égypte, vis-à-vis du Liban. Je pense aussi au Sénégal et à l'inquiétude du président Sall. Et pardonnez-moi, une partie de ces votes, ça a aussi été... Mais derrière l'Union occidentale, est-ce qu'il n'y a pas en fait une faiblesse aussi, une forme de solitude par rapport à ces mastodontes que sont la Chine et l'Inde? Être unis, c'est une force. Reconnaissons que nous nous sommes
paradoxalement d'un drame renforcé à l'intérieur de l'Union européenne et dans le lien transatlantique. Merci beaucoup Jean Larcher d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Dans un instant, Marie-Hélène Amélie, bien sûr, et on suit les arrivées petit à petit à Bruxelles pour ce sommet extraordinaire, exceptionnel, diplomatique en pleine guerre d'Ukraine.